Alors, bonjour et bienvenue à l'édition 2020 de la Fête de la Science organisée par l'AFM. Téléthon, c'est l'apéro au labo ce soir. Et donc, moi, je m'appelle Nathalie Cellier, je suis salariée de l'AFM Téléthon et responsable du service documentation Miodoc. Et donc, en fait, ce soir, je serai votre modérateur de l'apéro que nous allons partager ensemble. Alors l'AFM Téléthon, tout le monde la connaît par le Téléthon, c'est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et surtout à aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs pathologies rares, souvent évolutives et pour beaucoup incurables. Elle développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, comme par exemple les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires. Alors aujourd'hui, grâce à vous qui peut-être êtes donateur, adhérent, bénévole dans une animation Téléthon, eh bien les premières victoires sur la maladie arrivent et des centaines de malades sont traités de par le monde grâce au travail des chercheurs financés par le Téléthon. Malheureusement, des milliers d'autres personnes, d'autres familles attendent encore un traitement. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Alors, le temps de la recherche est très long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, elle avance à grands pas. Et c'est ce que nous voulons partager en toute transparence ce soir avec vous. Alors, contexte sanitaire oblige, nous vous proposons cette année une fête de la science un petit peu revisitée, qui fait la part belle à une multitude de rendez-vous inédits. Et donc, chaque soir de la semaine et aussi samedi 10 octobre en fin de matinée, nous vous proposons de rencontrer personnellement les experts scientifiques de haut vol, comme nous avons ce soir avec nous Odile Besfoul-Tanguy, qui animera cet apéro ce soir seule, parce que nous avions prévu aussi Georgia Quérin, qui a eu un empêchement de dernière minute et elle s'en excuse ce soir auprès de vous. Au cours de ce rendez-vous d'une heure, je vous remercie d'éteindre votre caméra et votre micro et de bien vouloir, après la présentation qui va durer une trentaine de minutes, poser vos questions. Alors, soit dans le fil de la conversation si vous n'êtes pas à l'aise avec le micro et la caméra, mais sinon, on verra peut-être qu'on pourra ouvrir les caméras et les micros. Voilà, Odile, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde, plutôt bonsoir puisque c'est un apéro à cette heure-là. Et donc moi j'ai un petit peu des difficultés à vous présenter quelque chose qui s'appelle C'est quoi un essai clinique? Parce que en fait je suis à la fois neuropédiatre, généticien et j'ai pris la responsabilité depuis un an de la plateforme d'essais cliniques de eMotion pédiatrique à l'hôpital Trousseau. Et c'est donc à ce titre que je vais vous parler un petit peu de ces essais cliniques. Alors c'est vrai, diapositive suivante, que on n'a pas beaucoup de difficultés à savoir ce qu'est un essai clinique depuis le Covid, parce que je crois que tout le monde a été un peu inondé des différents essais cliniques qui étaient en cours. Mais il faut quand même rappeler que ces essais cliniques, ça inclut la clinique, donc ça veut dire ça inclut des patients, et donc ça inclut surtout ce qu'on appelle nous la recherche clinique, c'est-à-dire toutes les études scientifiques qui sont conduites sur l'homme. Vous avez eu l'habitude de présenter beaucoup de choses qui se passent dans les laboratoires. Là, ça se conduit sur l'homme. Et depuis 2016, ça a été réglementé par la loi Jardé. Et cette loi Jardé, comme vous pouvez le voir, distingue deux situations. Une situation où on ne va pas directement intervenir sur l'homme, on va collecter des échantillons biologiques, on va collecter des données qu'on a cumulées par le soin. Et puis à côté de ça, on a des éléments qui sont plutôt interventionnels, c'est-à-dire où on va s'accrocher à s'intéresser à ce qui se passe directement sur l'être humain, et ça s'appelle la recherche biomédicale. Et donc, diapositive suivante, nous, on va s'intéresser bien sûr aux produits de santé, c'est-à-dire des médicaments ou des dispositifs médicaux. Et vous voyez que cette distinction est importante parce que les autorisations dont on a besoin pour faire les études ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche biomédicale avec des produits de santé, vous voyez que ça nécessite le comité de protection des personnes, ce qu'on appelle le CPP, et diapositive suivante, c'est l'Agence aussi nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé qu'on appelle l'ANSM. Je vous donne les sigles parce que souvent c'est ce que vous entendez à la radio ou à la télévision, CCP, ANSM. Ça, ce sont donc des autorisations qui sont indispensables pour faire ce type d'essai et qui induisent obligatoirement des contraintes qui sont importantes. Diapositive suivante. Donc finalement, qu'est-ce qu'un essai clinique? C'est donc une recherche interventionnelle, biomédicale, donc tout ça chez l'homme,
qui va essayer d'évaluer l'efficacité ou la tolérance d'une méthode diagnostique, d'un médicament ou d'un dispositif médical. Elle peut se faire chez une personne qui est malade, et puis on en a entendu parler avec les vaccins pour le Covid. Ça peut être des personnes non malades, qu'on appelle des volontaires sains. Et donc aujourd'hui, on va surtout parler donc des essais thérapeutiques, c'est-à-dire dans lesquels on va donner des médicaments chez des malades. Diapositive suivante. Donc, c'est un long processus et c'est peut-être pour ça que c'est quand même très directement lié à ce que vous avez entendu peut-être dans d'autres apéros de la fête de la science. Il y a un lien absolument important entre la recherche fondamentale et ce développement clinique. Et comme vous le voyez sur la diapo, eh bien, vous avez quand même la nécessité d'avoir des idées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez donner comme médicament, surtout dans des maladies qui sont rares et bizarres. Il faut imaginer des thérapies et pour ça, il faut imaginer des thérapies, ça veut dire identifier des candidats médicaments, créer des modèles cellulaires animaux pour pouvoir tester tout ça. Et vous voyez qu'il se passe souvent presque 5 ans entre le moment où vous avez toutes ces idées, vous avez trouvé un candidat et le moment où vous allez commencer à faire ce qu'on appelle un développement préclinique, c'est-à-dire que vous allez le tester sur ces modèles, souvent des modèles en cellules culture ou bien des modèles animaux. Et donc, vous voyez que ça va prendre encore une dizaine d'années quelquefois pour qu'on arrive à passer aux fameux essais cliniques. Et ceci, bien sûr, est dû au fait que à chaque étape, c'est de plus en plus complexe et vous allez voir que pour les essais cliniques, on n'est pas au bout du processus. Diapositive suivante. Et que surtout, vous avez une grande différence dans le coût, puisque faire la recherche préclinique et la recherche fondamentale pour un médicament va être environ d'1 million d'euros, tout compris. Mais vous voyez que dès qu'on va aux essais cliniques, ben, c'est multiplié par 10. Et donc, il faut se dire que c'est ça qu'il va falloir trouver comme argent pour pouvoir faire un passage au développement clinique. Donc, diapositive suivante. Bien sûr, dans ces essais cliniques, il y en a énormément et il y a des inégalités, comme vous pouvez l'imaginer. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70 000 études interventionnelles qui ont été répertoriées dans le monde et ça intéresse en gros plus de 4 000 maladies. Et au passage, vous voyez qu'il y a à peu près un quart qui s'effectue en Europe. Mais vous voyez que quand on s'intéresse à des maladies plus rares, comme les maladies neuromusculaires, on en a déjà plus qu'environ 1000 études interventionnelles, avec là la part de l'Europe un tout petit peu plus élevée. Et diapositive suivante, au milieu de ces maladies neuromusculaires, on se rend compte que ces essais dépendent beaucoup de la fréquence de la maladie. Et bien sûr, plus la maladie est connue et fréquente, et plus vous allez avoir d'essais. Par exemple, quand on a la dystrophie musculaire de Duchenne, actuellement, il y a une 60aine d'études, alors que vous voyez que pour la myopathie myotubulaire, qui est une maladie beaucoup plus rare, nous n'en avons plus que 2. Et malgré tout ça, vous voyez qu'avec l'appui de l'AFM Téléthon, en 2019, 35 essais sont en cours pour 28 de ces maladies. Vous voyez que ce n'est pas négligeable sur l'ensemble des maladies qui sont faites en Europe, puisque vous en avez 340 pour les maladies neuromusculaires. Donc, diapositive suivante. Parmi ces maladies rares sur lesquelles on travaille, donc l'International Rare Disease Research Consortium, vous voyez, a soutenu pendant une période de 2011 à 2017 3000 projets. Et vous voyez que dans ces 3000 projets, il y avait 60% qui étaient de la recherche fondamentale. Vous voyez que 30% étaient de la recherche préclinique. Et vous voyez que la recherche clinique, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était à peine 8%. Et donc, il y a un vrai goulot d'étranglement entre cette recherche fondamentale et la recherche clinique. Mais finalement, ça se comprend relativement bien parce qu'il y a beaucoup d'idées qui doivent émerger dans la recherche fondamentale et ces idées ne sont pas toujours applicables en préclinique d'abord et ensuite, bien évidemment, en clinique. Tout ne peut pas s'appliquer de l'un à l'autre. Donc, diapositive suivante. Ce long processus, en fait, non seulement entre le préclinique et le clinique est très long, vous avez vu, parfois à 5 ans, et on essaye de le réduire, mais une fois que vous avez l'idée de pouvoir tester une molécule, ben vous avez aussi un long processus parce que vous avez plusieurs phases.
Et la première phase qu'on oublie toujours, c'est l'histoire naturelle d'une maladie, c'est-à-dire connaître sa maladie selon un suivi qui est protocolisé sur un temps qui est limité, puisque vous allez faire un essai sur, par exemple, 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais si vous ne savez pas comment évolue votre maladie à chaque stade de la maladie, vous allez vous tromper dans la façon dont vous allez évaluer le médicament. Alors, quand vous avez affaire à une maladie très classique, vous prenez un diabète, vous prenez un infarctus du myocarde, vous ne vous posez pas trop de questions parce qu'il y a depuis très très longtemps, on connaît toute l'histoire naturelle et on connaît l'évolution pour un grand nombre de patients et tous les marqueurs qui existent. Par contre, lorsque vous allez regarder des maladies rares, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que souvent, les études qu'on a faites de ces histoires sont souvent des études qu'on appelle rétrospectives. C'est-à-dire qu'on analyse les dossiers des patients et on regarde l'histoire, on va interroger les patients sur leur histoire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en prospectif, c'est-à-dire où on va prendre des patients à un moment, par exemple, très précoce de leur maladie et on va suivre sur 2-3 ans, ou au contraire, plus tardif de la maladie, on va suivre sur 2-3 ans. Donc cette étape-là, en fait, elle est très longue. Et c'est vrai qu'on essaye de la mettre en place maintenant le plus tôt possible. Et dès qu'on a un peu des médicaments un peu candidats, au stade très clinique pour les chercheurs, souvent on met en place ces histoires naturelles parce qu'elles prennent beaucoup de temps. Diapositive suivante, une fois que vous savez sur quoi vous allez vous baser, cette molécule, en fait, il faut en connaître la tolérance et les paramètres pharmacologiques, c'est-à-dire au bout de combien de temps elle s'élimine dans le corps, etc. Et comment elle se comporte chez l'être humain. Et c'est là où parfois on utilise des volontaires sains. Mais c'est vrai que pour certaines thérapies qui sont très innovantes, comme par exemple des thérapies géniques, vous n'allez pas pouvoir injecter à des volontaires sains. Vous allez plutôt prendre des modèles animaux plus gros, comme des singes, par exemple, supérieurs, pour pouvoir essayer d'évaluer tout ça. Et c'est très compliqué de pouvoir le faire en tant que volontaire sain. C'est pour ça que très souvent, cette phase de tolérance où on va tester en fait un petit peu le médicament chez l'homme, elle est souvent mélangée avec la phase qu'on appelle la phase 2, diapositive suivante, qui est la phase dans laquelle on va regarder l'effet par rapport à la dose. C'est-à-dire qu'on va commencer avec des petites doses qu'on va injecter à très peu de patients et on va faire ces doses progressives. On va avoir par exemple 3 patients ou 2 patients qui vont avoir une dose petite, puis ensuite une dose plus élevée. Et si tout se passe bien, on va monter à la 3e dose qui était prévue et souvent, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Mais vous voyez que là, vous allez vous adresser uniquement aux patients et aux patients qui ont déjà été ciblés pour qu'ils puissent éventuellement répondre à la molécule que vous avez décidée. Et ensuite, quand vous avez fait cette phase-là, c'est-à-dire que vous avez défini la dose qui est active et la relation dose-effet, vous passez à la phase 3. Diapositive suivante, cette phase 3. Diapositive suivante. Donc, c'est préciser cet effet thérapeutique. Et là, souvent, quelquefois, on le fait par rapport à un traitement de référence, quand on a la chance d'en avoir, quelquefois contre un placebo. Et quelquefois, évidemment, la situation est très compliquée pour avoir du placebo. Et je pense à la thérapie génique, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir le faire contre placebo. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez rentrer dans l'essai des patients. Par exemple, si vous avez un essai qui se fait en introduisant les malades sur 2 ans, eh bien, vous pouvez imaginer que vous allez rentrer des patients qui ne reçoivent pas le traitement ni qui sont suivis. Et puis, à la fin de l'essai, ils vont recevoir le médicament comme les autres, mais vous allez pouvoir comparer sur les 2 ans où ils n'ont pas reçu le traitement, où ils ont reçu un placebo, par exemple, pour un médicament, eh bien, comment ils se sont comportés. Après, vous avez donc la phase 4, c'est-à-dire où vous allez en fait le diffuser dans la population de tous les patients parce que vous allez pouvoir évaluer les effets indésirables et quelquefois on est extrêmement surpris parce que c'est relativement bien supporté sur un nombre limité de patients qui sont bien ciblés, mais dès qu'on essaye de le passer à un nombre beaucoup plus élevé de patients, en particulier les patients beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgés, ou patients avec d'autres choses comme des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires qu'on avait éliminés dans l'essai initial, eh bien, on peut avoir des effets secondaires qu'on n'avait pas jusqu'à présent évalués. Donc, la plupart du temps, dans les maladies rares, eh bien, vous voyez, la phase 1 et 2 sont souvent
ensemble. Et puis, la phase 3 est très développée. Et la phase 4, en fait, elle se fait en général en même temps qu'on met plus ou moins sur le marché le médicament. Et il n'y a pas de vraie phase 4 parce que le nombre de patients est trop limité pour qu'on puisse le faire de façon protocolisée. Diapositive suivante. Donc, dans ces maladies rares, on a le problème, vous l'imaginez, facile, qu'il y a un faible nombre de malades pour chaque maladie rare, puisque par définition, ça veut dire que c'est des prévalences de maladies faibles. Vous avez des difficultés à mesurer l'efficacité parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le marqueur de la maladie, on les connaît mal et ils n'ont pas été beaucoup étudiés. Il y a une absence de connaissances sur l'histoire naturelle de la maladie et donc c'est difficile d'avoir des cohortes qu'on peut suivre depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'encourager les laboratoires pharmaceutiques, qu'on appelle les promoteurs, pour essayer de développer des médicaments pour ces maladies rares. Et c'est ça qu'on a appelé des médicaments orphelins. Et c'est un gros avantage pour les laboratoires de développer ces médicaments orphelins parce qu'il y a un certain nombre de taxes au développement de ces médicaments qu'ils ne payent pas du tout et qui fait qu'ils ont un certain intérêt. Et c'est pour ça qu'actuellement, pour un certain nombre de maladies relativement communes, comme par exemple l'épilepsie, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques vont le développer pour des épilepsies très rares parce qu'ils vont avoir le concept de orphan drugs et en fait, après, ils pourront l'appliquer à des maladies plus communes. Diapositive suivante. Du coup, ce développement des orphan drugs s'est quand même bien développé. Vous voyez qu'ici, ça c'était en 2017, mais ça a beaucoup monté. C'est surtout des médicaments. La thérapie génique à l'époque était moins importante. Elle commence à l'être beaucoup plus puisqu'elle représente aujourd'hui presque 12% de ces essais dans les orphan drugs. Et vous voyez que jusqu'à une date relativement récente, on avait surtout des phases 1-2 et ces phases 3, qui représentent à peine un tiers, restent encore faibles. Et vous voyez que les phases 4, mais ça c'est dû souvent aux maladies rares, sont peu fréquentes. Diapositive suivante. Alors, bien évidemment, le problème principal de ces maladies, c'est d'essayer d'optimiser les liens entre la recherche fondamentale, la recherche qui va être plus clinique, et puis les patients. Et vous avez bien compris pourquoi c'est important, parce que si vous voulez connaître l'histoire naturelle d'une maladie, il faut avoir le contact avec beaucoup de patients. Et si vous voulez avoir accès à des nouveaux médicaments et des médicaments innovants, il faut avoir des contacts très importants avec le domaine de la recherche fondamentale. Et ça, c'est une chose que l'AFM Téléthon, comme vous voyez, elle nous a beaucoup aidé à développer, puisqu'elle a créé des structures de recherche très fondamentales, le Généton, ISTEM, l'Institut de myologie et beaucoup d'autres laboratoires qu'elle soutient par des projets stratégiques. Et vous voyez qu'elle s'est intéressée à la recherche fondamentale, préclinique et maintenant à la bioproduction avec le développement vraiment de structures comme Hyposkésis qui permettent la production même de ces médicaments très rares. Et de l'autre côté, on a beaucoup encouragé également, bien sûr, par l'association de patients que représente l'AFM Téléthon, le développement et la mise en place, surtout en France, mais également au niveau européen, de centres de référence de maladies rares, et en particulier sur les maladies neuromusculaires, avec des filières de ces maladies rares qui se sont regroupées, comme Philnemus pour les maladies neuromusculaires, ou au niveau européen, les European Reference Network, qui nous permettent de contacter beaucoup plus de malades qu'avant. Et diapositive suivante, c'est la raison pour laquelle on a pu, pour accélérer tout ça, créer donc une plateforme de recherche clinique qui est dédiée à des médicaments innovants et des molécules innovantes pour ces maladies rares, en particulier neuromusculaires, et que j'ai la chance de diriger ici à l'hôpital Trousseau, avec la création d'Emotion, qui est l'association entre l'AFM Téléthon, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et bien évidemment l'université Sorbonne Université qui nous a soutenus dans ce projet et nous aide à la réalisation de ce projet qui doit se faire obligatoirement dans des structures médicales. On connaît aussi d'autres structures qui existent, qu'on appelle les centres d'investigation clinique, et il y en a beaucoup dans les grands CHU de France. Et ces centres d'investigation clinique incluent toujours donc, un centre hospitalier universitaire et très fréquemment donc, des structures de recherche comme l'INSERM,
comme l'Institut Imagine, comme l'Institut du cerveau de la moelle épinière, pour en citer quelques-uns comme ça. Diapositive suivante. Donc, je pourrais vous donner l'exemple de l'histoire naturelle des maladies parce qu'on n'insiste jamais sur la nécessité absolue de passer du temps pour faire cette recherche clinique qui est souvent moins connue et surtout moins valorisante que de tester le médicament. Mais sans cette histoire naturelle de la maladie, on n'avance pas. Et vous voyez ici ce qu'on a développé, par exemple, à Emotion. Donc, la plupart du temps, ces histoires naturelles, elles portent le sigle anglais de NATIS, hein, Natural History. Et vous voyez qu'on l'a développé pour un certain nombre de maladies et on les développe avant même que les médicaments soient sur le marché. Vous voyez qu'on a, par exemple, pour la myopathie de Duchenne, développé dès 2013 et que vous voyez qu'on suit toujours des cohortes de patients depuis 2013 parce que les médicaments qu'on avait prévus dans les années 2015, ils se sont avérés pas suffisamment bons en préclinique pour qu'ils passent en clinique. Et du coup, on a continué à suivre les patients. Et vous voyez que sur les 30 patients qu'on a inclus dans cette étude, sur 70 au total au niveau européen, eh bien, vous voyez qu'il y en a encore 6 qui sont suivis parce qu'ils ne sont pas rentrés dans d'autres études ou ils ne sont pas encore découragés. Alors, on continue à les suivre. Et vous voyez qu'on a fait la même chose pour la myotrophie spinale, SMA, où on a rentré un total de 81 patients. Là aussi, le recrutement est terminé. Vous voyez qu'en 2015 à 2018, on a suivi ces patients parce qu'ensuite, les patients sont rentrés dans des essais de thérapeutique. Et vous voyez que là, on a commencé l'inclusion de patients dans ce qu'on a appelé l'histoire naturelle de la maladie avant de faire un essai de thérapie génique développé par Généton pour la microdystrophine. Et donc, vous voyez que ces histoires naturelles de la maladie impliquent bien évidemment les centres de référence de ces maladies rares, puisqu'ils incluent eux-mêmes et ils sont eux-mêmes investigateurs dans ces études. Diapositive suivante. Après, une fois que vous avez créé cette histoire naturelle, vous voyez qu'on peut développer des essais thérapeutiques dans lesquels on peut être nous-mêmes promoteurs, mais dans lesquels on peut également avoir des promoteurs qui viennent de l'extérieur. Vous voyez des promoteurs, on en a 9 différents en ce moment qui sont en cours, et vous voyez que la durée des études sont très variables et elles peuvent impliquer un nombre de patients également extrêmement variable, puisqu'on peut passer de 2 ou 3 patients parfois à plus d'une vingtaine de patients, selon le nombre de centres qui sont au niveau national, mais également au niveau européen ou international. Actuellement, nous, on inclut environ 200 patients par an qui sont suivis. Diapositive suivante. Donc maintenant, ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est comment se déroule cet essai clinique. Et c'est vrai que souvent, ce qui choque le plus les gens, c'est que dans un essai clinique, eh bien, il faut sélectionner des patients, il faut décider quels sont les patients qui pourraient bénéficier de la molécule que l'on veut tester. Et ça, c'est un moment clé parce que si vous voulez montrer une efficacité, si vous ne savez pas quelle est la population sur laquelle vous voulez cibler cette efficacité et que vous n'avez aucune idée sur quoi vous voulez voir l'effet, vous n'avez aucune chance que ça marche. Et beaucoup d'essais cliniques ont raté parce qu'on n'a pas ciblé l'effet sur lequel ça devait se faire. On l'a très bien ciblé souvent sur les cellules en culture ou chez les animaux, mais pas du tout sur l'histoire naturelle de la maladie des patients. Diapositive suivante. Donc, vous voyez que le premier élément qui intervient, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'étapes, c'est d'abord ce qu'on appelle de trouver un promoteur. Donc, c'est bien joli de mettre au point une nouvelle molécule que vous avez testée au Généton avec vos chercheurs, par exemple, mais après, eh bien, il faut pouvoir avoir les financements pour mettre en place cette étude clinique. Et comme je vous l'ai dit, avec 10 millions d'euros, tout le monde n'a pas ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand il s'agit de tester des médicaments innovants, de pouvoir trouver des promoteurs. Et souvent, on a la création de petites startups qui permettent de ne pas prendre trop de risques pour les gros laboratoires pharmaceutiques dans lesquels vous avez des investisseurs. Puis ensuite, ces petits laboratoires pharmaceutiques qui vont monter l'essai avec l'aide de gens qui connaissent un petit peu mieux ça, eh bien, ils vont prendre le risque et si jamais ça marche, après, ils se font manger par des gros. Et c'est comme ça que vous avez des petites entreprises qui sont après rachetées par des industriels que vous connaissez plus, comme Roche, Novartis ou autres.
Et c'est très important de cette stratégie parce qu'il faut de l'argent, mais évidemment, il ne faut pas prendre trop de risques parce que sinon, vous allez avoir dépensé énormément d'argent pour rien du tout. Et donc là, c'est le promoteur qui va faire toute la procédure pour les autorisations dont vous avez besoin et puis ensuite pour la mise en place dans les centres investigateurs. Donc théoriquement, en France maintenant, vous avez donc 3 mois qui se passent en général entre la mise en place. Et bien sûr, ce n'est pas nous qui choisissons les centres investigateurs, c'est le promoteur qui décide avec qui il veut travailler et quels sont les centres qui lui paraissent les plus logiques. Et parfois en Europe, il n'y a qu'un centre en Europe, ou parfois il y a un seul centre en France, ou que des centres aux États-Unis. C'est très variable selon la politique du promoteur et la politique des pays vis-à-vis de la recherche clinique. Diapositive suivante. Ensuite, quand vous avez un centre investigateur, comme par exemple peut être le nôtre, vous devez identifier dans ce centre investigateur des patients potentiels. C'est donc le médecin investigateur principal qui contacte et informe les patients sur l'existence de cet essai. Et ça, c'est le rôle important des associations de famille et de plein de choses comme ça. Puis ensuite, vous allez voir si votre patient vérifie les critères d'inclusion et d'exclusion. Vous allez le recevoir pour essayer de lui expliquer tout ce qui va se passer. Vous obtenez son consentement. Et ensuite, il va être tiré au sort pour savoir si dans un groupe, par exemple, où on reçoit le traitement à telle dose, ou s'il est dans un groupe placebo. Et nous-mêmes, on ne le sait pas du tout. Seul le promoteur a un moyen de savoir tout cela. Et ensuite, vous avez le déroulement dans le centre investigateur où régulièrement, vous venez soit sur le site, soit parfois il y a une partie des choses qui sont à domicile, mais il faut suivre le protocole. Et le plus important, bien évidemment, c'est de suivi des complications parce que c'est ça qui nous inquiète quand même toujours quand on est investigateur. Ce n'est pas que l'effet de la molécule, mais surtout de ne pas rendre le malade plus malade qu'il n'est. Donc, diapositive suivante, eh bien, vous voyez que cette durée est extrêmement variable avec des études qui peuvent durer 6 mois, à des études qui peuvent durer 5 ans, mais la grande majorité de nos études se font sur 2 ans, avec après des extensions si jamais il y a déjà une efficacité. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, il faut valider toutes ces données, il faut les étudier et il faut bien évidemment s'assurer si oui ou non il y a une efficacité. Donc souvent, vous avez une phase intermédiaire de 2 ans où on fait une analyse intermédiaire et on regarde s'il y a une efficacité avant de faire une extension, parce que si un médicament n'est pas du tout efficace, eh bien c'est sûr qu'il va falloir quand même pas continuer de nombreuses années pour démontrer son inefficacité. Diapositive suivante. Donc, une fois que vous avez les résultats de votre étude et que votre étude est positive, en fait, vous avez les agences du médicament qui ont la possibilité d'analyser tout ce qui s'est passé et qui permettent de voir qu'il y a une efficacité de la molécule sur la maladie. Et dans ces cas-là, en France, on peut faire un processus pour commencer à voir si on peut obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et on a la chance en France de bénéficier d'un processus qui est très important pour nous, qui est l'autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, si le médicament s'est avéré très efficace et que les agences des médicaments sont convaincus de cette efficacité, eh bien, on peut l'utiliser pour nos patients et en faire une demande auprès de l'ANSM. Par exemple, pour la myotrophie spinale, on a fini en juin la première phase de 2 ans de suivi des patients, le juin en 2019, et on a eu, vous voyez, très vite l'autorisation d'utilisation du médicament en clinique, c'est-à-dire avec nos collègues des centres de référence. Et on avait auparavant utilisé une autre molécule qui est le nusinersen, pour lequel également on a eu donc 2 ans après la fin de l'étude l'autorisation d'utiliser. Et récemment, on a aussi pour un produit de Roche qui s'appelle le risdiplam qui vient d'être accepté. Donc vous voyez qu'on peut passer dans les maladies rares très vite d'un essai qui a montré une efficacité sur une phase 3 et qui nous permet très vite d'avoir une autorisation temporaire d'utilisation et qui fait que c'est à la disposition des patients et ce n'est pas la possibilité dans tous les pays du monde. Diapositive suivante. Donc en pratique,
Évidemment, comment participer à un essai thérapeutique? Bien sûr, c'est s'informer et vous voyez donc les centres de référence des maladies rares et c'est tout l'intérêt pour les maladies rares d'être suivis dans ces centres de référence parce qu'ils sont toujours au courant. Bien évidemment, la FM Téléthon fait un effort, par exemple, très très important pour prévenir toutes les patients de l'existence d'un essai, et c'est vrai pour toutes les maladies rares. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'être curieux et d'aller voir dans un registre public qui est référencé s'il existe un essai pour la maladie dont vous êtes porteur. En pratique, par exemple, le site américain ou le site européen les regroupe tous. Et vous pouvez sans problème aller contacter. Il y a de quoi contacter éventuellement des gens pour vous dire, moi, je veux bien participer. Et c'est donc très important de comprendre que c'est ouvert. Après, c'est aux investigateurs à décider si oui ou non vous pouvez y participer. Diapositive suivante. Alors ensuite, la question qu'on se pose toujours une fois qu'on est informé sur un essai, c'est est-ce que je vais être suffisamment protégé? Donc, bien évidemment, vous êtes protégé par le fait qu'il y a un contrôle des centres de protection des personnes pour décider de l'essai, voir s'il n'est pas trop dangereux, s'il n'y a pas trop de problèmes, et il peut être interrogé à tout moment quand il y a un problème anormal. La NSM de la même façon, mais il existe aussi des comités pendant cet essai. Et vous avez notamment un comité qui est très important, qui est un comité de surveillance et de suivi, qui est complètement indépendant du promoteur, et qui va avoir accès à toutes les données et qui se réunit régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça peut être parfois toutes les semaines quand il y a quelque chose qui pose problème, sinon c'est au minimum tous les mois pour beaucoup de protocoles, et qui, lui, a la possibilité de connaître si un patient est sous placebo ou s'il est sous un médicament, c'est-à-dire de voir s'il peut y avoir des effets spécifiques qui sont dus qu'au médicament par rapport au placebo, et changer complètement le protocole ou faire arrêter un essai quand il y a des effets secondaires. Mais également, et ça c'est très important, lorsque vous avez une molécule qui va être extrêmement efficace et que les placebos ont un gros désavantage, eh bien vous pouvez aussi obliger à ce que tout le monde soit mis sous la thérapeutique. Alors je cite toujours cet exemple parce que c'est le cas dans la myotrophie spinale infantile, donc la forme la plus sévère de type 1. Quand on a commencé à tester le Spinraza, les enfants en fait avaient une injection par voie lombaire du produit, ou bien avaient une injection, on faisait semblant d'injecter quelque chose, et donc il y avait des enfants qui étaient sous placebo. Et très très vite, c'est-à-dire en l'espace de 4 à 5 mois, on s'est rendu compte que les enfants qui avaient le traitement survivaient tous alors que les autres mouraient, puisque le but du traitement c'était la survie des enfants. Et quand on s'est rendu compte de ça, donc très très vite, tout le monde a été mis sous traitement, et bien évidemment on a arrêté très vite l'essai contre placebo. Diapositive suivante. Et pourquoi c'est intéressant de participer à un essai thérapeutique? Eh ben, c'est parce que vous êtes quand même dans des conditions de sécurité qui sont quand même très importantes. Ça vous permet à un stade précoce d'un traitement ou d'un dispositif médical innovant qui n'est pas encore disponible en tant que soin, de pouvoir en bénéficier quand vous avez une maladie en particulier rare ou que vous avez une maladie qui n'a pas répondu aux thérapeutiques classiquement utilisées. Certains permettent aussi, participent pour l'intérêt, les démarches d'intérêt général, en contribuant au progrès médical. Alors ça, on l'observe beaucoup, un petit peu plus dans les pays anglo-saxons que nos pays latins, mais il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, on est particulièrement bien traité et on est bien suivi dans sa maladie, dans ses essais thérapeutiques, à tel point que quelquefois, eh bien, on est tellement bien suivi qu'on a du mal à faire la différence entre le médicament et le placebo, parce que les patients sont tellement bien suivis qu'ils font bien mieux suivre, par exemple, leur kinésithérapie dans le soin, ils se prennent beaucoup mieux en charge, et du coup, le groupe placebo est souvent meilleur que les groupes historiques, comme on appelle, c'est-à-dire des groupes qui n'étaient pas inclus dans des essais, parce que c'est une grosse motivation et du coup, l'évolution n'est pas tout à fait celle qu'on attendait, et ça nous gêne parfois dans certaines maladies parce qu'on n'arrive pas trop à voir la différence entre le placebo et le traitement, et souvent ça dure pendant
1 an à 1 an et demi, et c'est pour ça que pour beaucoup de maladies rares, on va largement au-delà des 2 ans. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un essai thérapeutique? Ben, pas que des choses magnifiques en se disant je suis super bien suivie, c'est aussi beaucoup de contraintes. Et c'est vrai pour les patients adultes parce qu'il faut qu'ils en pratiquent souvent qu'ils aient des aménagements pour leur travail. Et souvent, ben, c'est pas tellement, c'est sur apprendre sur leurs vacances, on leur dit très clairement. Donc, c'est pas simple. Et puis pour nous, en tant que essais cliniques où on inclut les enfants, vous imaginez pour les parents la contrainte que ça représente quand il faut parfois venir toutes les semaines sur le site et qu'il n'y a qu'un seul site en France, il faut traverser toute la France. Et on a par exemple des patients qui sont inclus dans des pays étrangers, européens, qui qui viennent toutes les semaines d'autres pays européens. Parfois même qui s'installent au plus proche de l'hôpital. Bien sûr, c'est le sponsor qui paye tout ça et qui accepte tout ça parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et je ne vous dis pas qu'avec le Covid, les difficultés que ça a fait de pouvoir faire venir tous ces patients de très loin. C'est donc parfois beaucoup de fatigue, non seulement parce que vous faites des injections, parce que vous faites le trajet pour venir, mais aussi parce que on vous demande aussi beaucoup d'examens, des choses qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous avez l'habitude d'avoir, surtout par la fréquence. Et puis, bien évidemment, il peut y avoir des effets secondaires à tout moment. On les surveille beaucoup pour essayer de voir s'ils sont en relation avec la maladie ou avec le médicament qu'on donne. Et puis, pour un certain nombre de nos médicaments, malgré parfois des patients qui ont fait 2 ans, 3 ans d'essai, eh bien, il y a une grande déception parce que ça ne marche pas et ils ont l'impression que, eh ben, ils ont participé pour rien. On ne participe jamais pour rien parce qu'il y a toujours des choses qui sont données. Mais par contre, il se trouve que les choses sur lesquelles on s'attendait à avoir un effet, ben, on ne l'a pas. Alors, il ne faut jamais être déçu. Mais c'est parfois comme ça que des patients ne veulent plus rentrer dans des essais thérapeutiques. D'autres, par contre, sont toujours preneurs. Ils nous redemandent toujours ben, où est-ce qu'on en est, est-ce que je peux rentrer dans un autre essai. Diapositive suivante. Et bien évidemment, s'assurer de la qualité des résultats, on l'a vu tout à l'heure avec les comités de surveillance, etc. Mais il faut aussi que vous compreniez qu'à l'intérieur de nos structures de recherche clinique, eh bien, on a tous une formation particulière qu'on appelle la formation aux bonnes pratiques cliniques. Et quand je dis tous, ça veut dire c'est pas seulement des gens spécialisés comme moi, mais c'est aussi, par exemple, quand on a besoin d'avoir les pharmaciens qui nous donnent les médicaments, on a aussi besoin d'avoir des radiologues pour nous faire les radios, des ophtalmologistes pour nous faire des analyses. Ils doivent tous passer une formation aux bonnes pratiques cliniques et bien sûr tout ça sous la sentinelle de gens spécialisés qui sont formés spécifiquement à ces essais qu'on appelle les attachés de recherche clinique, comme nous entendez parler d'ARC. Et là aussi, la qualité provient des comités indépendants de validation des données, des résultats. Et je dirais que le plus important pour nous dans la qualité des résultats, c'est aussi de publier ces résultats avec des comités d'évaluateurs, c'est-à-dire où on peut avoir accès à des données parfois qui sont pas toujours faciles à obtenir, mais qu'on va demander dans le cadre de publications. Et bien évidemment, les agences de médicaments, avant de définir qu'un médicament est efficace, demandent une accessibilité à ces données et viennent faire des inspections dans les différents centres pour s'assurer que tout ce qui a été dit par le promoteur est vrai, que ça a été bien monitoré, comme on dit, et que ce sont les vrais résultats, à la fois, et ils reprennent souvent les résultats aussi précliniques, c'est-à-dire de ce qui a été fait chez le singe ou chez la souris ou dans les cellules, pour s'assurer que tout ce qui a été dit en matière de sécurité du médicament et en matière d'efficacité est vrai. Mais il y a une chose très importante, c'est que souvent, les résultats sont de qualité et souvent ces résultats peuvent être négatifs, mais ils ne sont pas négatifs pour la maladie, souvent ils sont négatifs pour la question qui a été posée. Or, en matière d'essais cliniques, c'est comme en recherche fondamentale, vous avez une question et vous devez avoir une réponse. Si votre réponse est négative à cette question, ça ne veut pas dire qu'elle sera négative à d'autres questions. Et quelquefois, l'efficacité du médicament peut être sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé,
Mais on va dire que l'essai est négatif, mais après, il va falloir prendre un autre critère pour démontrer que la molécule qu'on a utilisée, finalement, a un certain intérêt pour la maladie. Diapositive suivante. Vous voyez que maintenant, c'est à vous de parler, parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Oui, alors, voilà. Merci Odile. Je vais donner un petit peu les questions qui ont été tout au long de la présentation. Il y a eu une super présentation de votre part. Merci beaucoup Odile. Et donc, on a quelques questions qui se sont posées dès le démarrage. Comment connaître les essais cliniques en cours dans ma maladie rare? Je pense que vous êtes convaincus avec la diapo dont je vous ai parlé. Donc, il faut vous rapprocher des centres de référence qui suivent vos maladies rares. Et on a la chance en France d'avoir ce dispositif de centre de référence maladies rares que beaucoup de pays européens nous envient. Les associations de patients sont très, très motivées et connaissent bien. Et troisièmement, vous allez voir, dans les fameux registres, je vous en ai mis les sites Internet qui existent, que ce soit le registre donc, américain qui se trouve au NIH, c'est-à-dire à la structure publique en fait américaine de recherche, ou à l'Agence du médicament européenne, et même bien sûr à l'ANSM quand il s'agit d'une recherche française. Voilà. Donc, on ne peut pas échapper si on essaye de s'informer. Ok, et donc, y compris pour les myopathies mitochondriales? Y compris pour les myopathies mitochondriales. Et ces myopathies mitochondriales, comme elles touchent énormément d'organes différents, eh bien, il y a les myopathies, mais il y a aussi les yeux, vous allez pouvoir avoir le cœur, vous allez pouvoir avoir tout ça. Et quelquefois, en fait, on va tester un organe spécifique. Par exemple, on va tester l'œil. Et puis, on va se rendre compte que la molécule qu'on a utilisée pour l'œil, pour les patients qui peuvent avoir, par exemple, les muscles touchés, ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Et donc, on est obligé alors de refaire un essai. Mais dans ces cas-là, on rentre directement en phase 3 parce que vous avez déjà toute la sécurité du médicament qui est connue. Voilà. Alors, on a une autre question, Odile, très intéressante, concernant la tolérance. Quand elle est testée sur des individus sains volontaires, est-ce que les résultats ne seraient-ils pas différents si elle était testée sur des malades? La maladie pourrait-elle influencer la tolérance à un médicament en comparaison à la tolérance chez des individus non malades? Alors ça, c'est un élément fondamental, particulièrement pour les maladies rares, parce que, premièrement, on ne sait pas toujours quelles sont les faiblesses que peuvent avoir les patients qui sont porteurs d'une maladie. Par exemple, je prends un exemple sur une myopathie qu'on a fait de la thérapie génique il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la myopathie myotubulaire liée à l'X. Pour nous, cette maladie, il y avait pratiquement que des problèmes musculaires essentiellement. Il y avait quelques patients, on avait décrit des petites choses sur le plan du foie, mais on s'est rendu compte en faisant de la thérapie génique que il y avait des réponses très anormales au foie chez certains patients, et qu'en fait, cette petite atteinte hépatique qui faisait peu parler d'elle, elle pouvait devenir beaucoup plus sévère. Donc, c'est vrai que nos patients qui ont certaines maladies peuvent avoir des susceptibilités qu'on n'aurait pas pu voir chez les volontaires. Et ça se voit tous les jours. Et ça se voit à la fois pour la maladie rare elle-même, les signes de la maladie rare, mais aussi pour les faiblesses que vous pouvez avoir parce que vous fumez, parce que vous prenez un petit peu plus d'alcool que d'habitude, parce que vous avez tout un tas de choses comme ça. Et c'est pour ça que pour les essais, les critères d'inclusion pour les essais, les promoteurs se méfient beaucoup des patients qui peuvent avoir ce qu'on appelle des comorbidités. Et du coup, ils nous interdisent, par exemple, de prendre des patients qui pourraient avoir une atteinte rénale, une atteinte hépatique, etc., etc. Et dans l'essai, par exemple, pour MTM, on ne pouvait pas inclure des patients qui avaient d'atteinte hépatique. Et donc, les enfants avaient tous des enzymes hépatiques qui étaient normaux, et malgré ça, sous l'effet du traitement, on a vu émerger des complications parce que la maladie, en fait, peut donner des anomalies au niveau du foie, et le fait de donner le médicament, ça a favorisé le développement d'effets secondaires. Alors, ce n'est pas des choses graves, mais il faut le savoir. Donc, bien sûr, un patient en bonne santé ne va pas répondre du tout de la même façon qu'un patient malade.
Et on a encore une question sur la dystrophie musculaire de Duchenne et les essais cliniques à venir. Y a-t-il déjà donc un promoteur? La sélection des patients est-elle déjà close? Et quelle durée projetée pour une mise sur le marché si les résultats de l'essai clinique s'avéraient concluants? Donc, est-ce que c'est l'essai clinique pour la thérapie génique de la microdystrophine? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour la thérapie génique de la microdystrophine, en fait, il a fallu définir quels sont les patients qui pourraient en bénéficier pour le démontrer avec donc tous les patients pourraient peut-être en bénéficier, mais dans l'essai clinique, il faut absolument sélectionner les patients pour lesquels, dans un temps limité, on va pouvoir montrer cette efficacité. Donc, on a décidé que c'était des patients qui étaient au début de leur maladie, donc c'est plutôt des enfants qui sont assez jeunes, et il faut qu'ils aient moins de 10 ans, par exemple, et qu'ils aient plus, bien sûr, de 4-5 ans, puisque quand ils sont vraiment trop petits, d'abord, souvent la maladie n'est pas diagnostiquée correctement, et en plus parce que ça pose d'autres problèmes. Ensuite, il a fallu que les tests qu'on a l'habitude de faire dans cette maladie, où souvent on avait testé des enfants qui avaient plutôt à partir de 7 ans, quand la maladie faisait plus parler d'elle. Dans les autres essais, on utilisait plutôt des enfants qui avaient de 7 à 10 ans. Eh bien, il va falloir qu'on s'assure que ces tests chez des enfants petits marchent aussi bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire essayer de tester tous ces scores qu'on a utilisés jusqu'à présent pour s'assurer que chez les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout ça reste possible. Et donc, on a défini ce groupe-là, mais ça ne veut pas dire que l'autre groupe, c'est-à-dire des enfants soit qui sont plus jeunes, soit qui sont plus âgés, ne pourront pas en bénéficier. Et là, donc, on doit obligatoirement pendant au minimum 6 mois suivre les enfants sans traitement du tout. Et ça n'est qu'au bout de 6 mois qu'on pourra inclure des patients quand les patients correspondent aux critères. Et vous savez que le problème de la thérapie génique, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des vecteurs viraux et que ces vecteurs viraux, ce sont souvent des vecteurs viraux que vous trouvez pour beaucoup de rhumes, ce qu'on appelle les adénovirus. Il y a les coronavirus, vous connaissez tous dessus, mais il y en a plein de coronavirus qui vous donnent des rhumes. Mais nous, pour la thérapie génique, on utilise d'autres virus qui donnent aussi des rhumes, qu'on appelle les adénovirus. Et donc, on est très facilement contaminé par les adénovirus. Et si malheureusement, on utilise comme vecteur la AV9, la AV8, là, en l'occurrence, c'est la AV8, eh bien, que vous avez des anticorps contre ce vecteur, eh bien, en fait, quand on va vous l'injecter, vous allez vous l'attaquer et votre système immunitaire va massivement l'attaquer et vous pouvez faire des complications sévères et en plus, vous allez avoir aucune efficacité. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de critères et donc, ce n'est pas facile. Et on a demandé pour cet essai de thérapie génique à l'ANSM un système pour aller essayer d'aller plus vite, ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu diminuer cette phase préclinique qui est très difficile pour arriver à les convaincre qu'on peut commencer même si on n'a pas autant de choses qu'on le demanderait pour le diabète ou le Parkinson. Voilà, donc ça va venir. Bah, merci Odile pour toutes ces pour réponses. la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos participants à cet apéro digital? Vous pouvez les poser directement en ouvrant votre micro, en ouvrant votre caméra à ce stade, hein, si vous voulez. Tout à fait. Plus agréable pour tout le monde. Oui, du coup, excusez-moi, je prends la parole. Bonjour. Pour compléter ma question donc sur l'essai clinique à venir, vous disiez donc finalement c'est d'ici la fin de l'année. Donc vous pensez avoir une réponse de la NCV d'ici la fin de l'année. Et du coup, la sélection des patients est déjà faite, pas faite. Voilà, vous en êtes où là-dessus? Alors là, on a déjà commencé ce qu'on appelle les pré-inclusions dans un essai qui s'appelle pré-microdystrophine. Et on a, nous, déjà inclus 8 patients dans le pré-inclusion. Et cette pré-inclusion, ce qu'on appelle la pré-microdystrophine, elle dure pendant 6 mois pour s'assurer que tous les patients ont bien tous les critères pour rentrer dans l'essai. Et donc, il y a le critère. Donc, pour le pré-microdystrophine, vous pouvez avoir des âges qui sont plus variables. Vous avez des critères très particuliers parce qu'on n'injectera que les patients qui sont relativement stables pendant la période d'observation.
C'est-à-dire si vous vous dégradez trop vite pendant la période où on vous observe, vous ne pourrez pas bénéficier de l'essai parce que le temps que le médicament fasse de l'effet, on ne verra pas l'efficacité du médicament parce que vous aurez déjà fait la phase de dégradation. Si par contre, vous êtes stable pendant cette période d'observation de 6 mois, ben vous pourrez rentrer dans l'essai. L'autre élément, c'est aussi que vous soyez sous des corticoïdes, que vous ayez d'autres. Il y a plein de critères comme ça. Mais les inclusions en pré-microdystrophie ont déjà commencé. Du moins dans notre centre ici. Et il y a prévu en France plusieurs centres après. On a une autre question, Odile, concernant le Risdiplam pour la SMA. Quand sera-t-il disponible en France? Il est déjà disponible depuis janvier pour le type 1, c'est-à-dire la forme la plus sévère de l'enfant. C'est la forme qui débute donc en général dans les 6 premiers mois de vie. Après, pour le type 2, l'acceptation a été donnée là récemment, au mois de juillet, c'est-à-dire ces enfants qui ont pu tenir assis mais qui n'ont pas réussi à marcher. Et puis, on essaye de proposer des essais complémentaires ou des études complémentaires pour que les types 3 puissent en bénéficier, puisque la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'équivalent de la NSM mais aux États-Unis, a donné son accord pour de tout petit, donc de la naissance jusque tard, puisque toutes les formes ont été incluses. Donc, on a déjà traité des patients en soins qui sont, donc c'est disponible grâce à la France qui a la TU. Voilà. Bon. Bah, merci Odile, ça répond vraiment à toutes les questions. J'ai l'impression que, est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Ouvrez votre micro, on vous écoute. Donc, en dehors de l'ATU, d'autres pays ont ce qu'on appelle la dispensation compassionnelle, mais la dispensation compassionnelle, ça veut dire que le laboratoire doit donner gratuitement une molécule. Alors que nous, dans l'ATU, le gros avantage qu'on a, c'est qu'en fait, le gouvernement, la NSM, s'engage. Si le processus de mise sur le marché est accepté, s'engage à payer en fait le médicament au prix où il sera sur le marché. Voilà, donc au début, il va le payer un petit peu cher, et puis après, en discutant le prix, ils vont finir par le baisser, et c'est comme ça que nous, on a très facilement l'accès aux médicaments. Pour une fois, on ne va pas s'en plaindre. Alors, on a un complément à la question sur le Risdiplam, je pense. On a parlé d'effets secondaires concernant ce médicament. Quels sont-ils? Alors, c'est un médicament où justement, on n'a pas trouvé d'effets secondaires. On a beaucoup surveillé les yeux parce que il avait été montré chez le singe supérieur, pas chez la souris, mais chez les singes supérieurs, une atteinte de l'œil. C'est-à-dire que le médicament avait tendance à s'accumuler dans les pigments de l'œil, mais ça se faisait à des doses très élevées. Et aux doses que nous, on a utilisées chez l'enfant, y compris le tout petit, et les enfants, puisqu'on a traité des enfants dès l'âge de 1 mois même, eh bien, on n'a pas du tout observé ça, et on a un suivi maintenant de plus de 4-5 ans pour un certain nombre d'enfants. Donc, du coup, la société qui le commercialise, qui est Roche, nous a demandé d'espacer ces surveillances qui étaient avant tous les 3 mois. Et pour l'ATU, la NSM nous a demandé de continuer à faire la surveillance ophtalmologique, mais probablement juste pour s'assurer que c'est bien. Donc, c'est un médicament qui est extrêmement bien supporté. Comme tous les médicaments pour la SMA. Ok. Bon, on a de la chance. Je pense que Marie-Lou, c'était concernant le Risdiplam que vous parliez. Vous nous faites un petit signe. Oui. Ok, oui, merci beaucoup Marie-Lou. C'est certainement un médicament qui est intéressant parce qu'il se donne aussi par la bouche, alors que ce qu'on avait proposé jusqu'à présent, c'était des ponctions lombaires avec des médicaments qu'on était obligé d'injecter tous les 4 mois. Voilà. Alors, j'ai eu un petit bonsoir de quelqu'un qui avait envie de poser une question, je crois.
Oui, tout à fait, bonsoir. Non, je voulais savoir pour le recrutement des patients dans les différents centres qui font des essais, est-ce que les patients doivent être déjà connus des médecins ou on peut se présenter sans avoir de contact préalable? Non, non. Tout est ouvert. À partir du moment où vous rentrez dans les critères, tout est ouvert. Et quand il s'agit, par exemple, de patients qui habitent loin ou qui sont dans des pays étrangers, on demande l'autorisation au promoteur. Quelquefois, dans le protocole, c'est clairement indiqué qu'il faut être à la sécurité sociale, qu'il faut vivre en France, etc. Mais quelquefois, ça n'est pas précisé quand on est seul centre, par exemple, pour l'Europe. Et à ce moment-là, le promoteur décide avec nous s'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils prennent en charge, évidemment. Ils prennent en charge, c'est l'obligation, les déplacements et tout ce que représente le coût de l'étude pour la famille. Donc, il n'y a pas de problème. On ne va pas vous choisir en fonction de ce qu'aura dit votre médecin, hein. D'accord. Et il n'y a pas de registre sur lequel on peut s'enregistrer en disant voilà, on a telle maladie, les critères, etc., qui serait accessible à tous les chercheurs dans le monde entier? Alors, ça, c'était quelque chose qu'on a réussi à établir un petit peu avec les différents centres de référence de maladies rares. Et donc, on développe, et la FM Téléthon nous aide beaucoup à le développer. Et là, je parle en tant que conseil scientifique pour développer ce qu'on appelle les registres. Alors, dans un registre, vous enregistrez en fait les patients, tous les patients qui sont en France, vous essayez d'être le plus exhaustif possible et vous enregistrez en fait le patient et son suivi dans le soin. Donc, on essaye d'avoir ça pour un maximum de patients. Et ça nous sert après beaucoup pour faire les essais, définir où sont les patients, et puis également pour après suivre le devenir des patients une fois que le médicament n'est plus en essai thérapeutique. Donc, on favorise beaucoup ces registres, mais comme toujours, ces registres, ça coûte très cher parce qu'il faut les mettre en place, il faut des systèmes informatiques sécurisés, il faut des gens pour entrer les données. Et ces registres, aujourd'hui, sont peu développés parce qu'on n'a pas toujours les financements pour le faire, en particulier dans les maladies rares. Ceux qui savent le mieux où sont les patients, et c'est souvent, on les interroge souvent, quand c'est des maladies ultra rares, c'est les gens qui en font les diagnostics, que ce soit les diagnostics par des activités enzymatiques ou par la biologie moléculaire. Par exemple, si vous voulez savoir tous les patients SMA de France, on a 2 laboratoires simplement qui nous font pas le diagnostic de la délétion, mais le diagnostic de la délétion SMN1, mais le diagnostic de la nombre de copies SMN2 qui sont très importantes pour la thérapeutique. Eh bien, eux, ils nous disent où sont tous les patients. Mais après, il faut les enregistrer, il faut savoir les retrouver, etc. Donc, il y a un gros travail à faire pour remettre sur des registres tous nos patients. Alors, on essaye de le faire avec la Banque nationale de données pour les maladies rares, qu'on appelle la BNDMR, qui a été mis en place par le ministère de la Santé aussi. Mais c'est toujours pareil, on met en place des choses, mais on ne met pas les financements derrière, donc ça ne marche pas très bien. Donc, d'accord. Et pardon, avec le Téléthon, une dernière question, une dernière question, merci si je peux me permettre. Je rebondis sur l'essai de Duchenne en cours, parce qu'on a 2 Duchenne, nous, nos garçons. Au-delà de iMotion, donc il faut se rapprocher des centres de référence qui participent à l'essai clinique, c'est ça? Alors, soit les centres qui participent, soit directement à votre centre de référence qui, lui, sait quels sont les centres qui participent à travers la filière Filnemus. On a des réunions tous les mois sur la recherche clinique, justement, dans les maladies neuromusculaires. Et on dit, bon, ben voilà, là, il y a un essai qui va avoir lieu. Qu'est-ce que vous avez comme patient? Et ça, c'est tous les centres de France qui ont la capacité à le savoir. Et bien évidemment, les centres investigateurs peuvent, on les choisit en fonction de ceux qui sont les plus proches de chez vous. Voilà, mais aujourd'hui, pour l'essai dystrophine, il n'y a que iMotion qui a été donc déjà ouvert. Mais il devrait y avoir normalement au total au moins 6 ou 7 endroits en France où on pourra faire l'essai. Merci. Mais on n'ouvre pas tous en même temps et on n'inclut pas tous en même temps les malades.
Eh ben, merci Odile. En tous les cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie juste avant de redire un grand merci à Odile parce que franchement, c'était une très belle présentation, un très bel apéro, des questions passionnantes, des réponses tout aussi intéressantes. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question ou bien on clôture ce soir notre apéro au labo? Mais avant de clôturer, comme je n'ai pas de signe, je voulais vous dire que les apéros au labo, ce n'est pas fini. Si vous en voulez d'autres, hein, eh bien, c'est demain, c'est tous les soirs de la semaine, ainsi que samedi en fin de matinée. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces infos utiles sur le site, évidemment, fête-de-la-science.afm-téléthon.fr, où vous pourrez assister en cliquant sur les apéros qui vous intéressent, directement aux apéros. Odile? Oui. Eh bien, merci, c'était vraiment… Je voudrais rajouter que ces apéros, ils ont un avantage, c'est qu'ils ne vont pas vous faire la cirrhose du foie à cause d'alcoolisme, et en plus, vous n'attrapez pas le Covid. Oui, c'est vrai. Et par contre, celle qui parle aura soif après l'apéro. Oui, mais bon, on prendra de l'eau pour pouvoir faire les essais cliniques demain. Hein. Ah oui, oui. Et donc, en fait, eh bien, moi, personnellement, je vais vous remercier au nom de l'AFM Téléthon, vous, les participants, les familles, les familles et les malades que vous représentez, et aussi peut-être que vous êtes donateur ou investi dans une animation du Téléthon. Alors, peut-être vous avez envie de nous rejoindre et de nous soutenir. Alors, nous sommes, nous aussi, là pour vous accueillir à l'AFM Téléthon. Vous pouvez aller sur le site afm-téléthon.fr. Il y a plein d'informations sur les maladies dans les pages maladies, mais il y a aussi plein d'informations sur la possibilité de s'investir avec nous. Et donc, le Téléthon aura lieu cette année les 4 et 5 décembre. Vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur ce site. Et donc, pour faire un don aussi, c'est afm-téléthon.fr. Écoutez, je vous dis à très vite et merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci Odile. Au revoir. Merci. Merci.